Alors, je vais parler avec un accent italien. Quand je commence, j'ai du mal moi-même à m'écouter, alors je vous comprendrai. Mais excusez mes erreurs d'orthographie s'il y en a dans les légendes, et mon accent et mon langage en français. Alors, j'ai emprunté les titres de mon projet et de cette intervention par ce livre qui a été publié en 2012 et qui recueille les actes d'une conférence internationale qui a eu lieu à Leicester en 2006. Et ce n'est qu'un des dernières contributions qui concernent les thèmes, dans ce cas, des villes abandonnées, des villes romaines abandonnées, mais en général de la transformation de la ville romaine dans la période de transition entre Antiquité tardive et au Moyen-Âge. Ce que je vais vous dire aujourd'hui, c'est un peu un discours général sur les villes abandonnées d'une région, en particulier de l'Italie médio-adriatique, qui correspond à la région actuelle, à la division administrative actuelle des Marques. C'est une région qui se trouve vraiment au cœur de l'Italie adriatique, un peu plus vers le nord. Et dans la division augustine région, les Marques sont composées par des régions, l'Umbria envers le sud, envers le nord, excusez-moi, la Quinta Reggio et Picenum. Je me suis trompée, c'est là, Picenum, la Quinta Reggio, l'Umbria et la Sexta Reggio. Et Pline l'Ancien, dans la Naturalis Historia, mentionne 35 villes dans ce territoire, 19 dans l'Umbria et la légende n'est pas juste. Ils sont 19 dans le sud et 16 dans le nord. Ça veut dire que le Picenum était la région la plus urbanisée entre les deux. Les Marques en général ont un territoire très homogène d'un point de vue morphologique et géologique. Vous voyez, ils sont composés par des vallées parallèles, des vallées fluviales, qui descend de l'Apennin à gauche et se termine sur la côte, une côte très droite, très sablonneuse. Il fait exception, vous voyez seulement cette protubérance au centre entre Ancona et Numana, qui est le mont Conero. Monte Conero. Et l'endroit d'Ancona était le seul endroit pour un port naturel dans tout le littoral de la région. Alors, je vous ai dit, en époque romaine, il y avait ici 35 villes, vraies villes, indépendantes. Mais déjà, il y avait des implantations urbaines qui remontent à une époque antérieure à la conquête romaine, qui ici a commencé au début du IIIe siècle avant Jésus-Christ. Et il y avait des centres urbains d'origine indigène, des centres urbains d'origine étrangère, par exemple Ancona, est une colonie de Syracuse. Et les Romains, vous savez, comme d'habitude, n'ont pas effacé ces centres urbains précédents, mais ils en créent d'autres. Les centres pré-romains se situaient pour la plupart dans des positions défensives en hauteur, sur des collines au moins. Par contre, les colonies romaines, les premiers centres urbains romains, avaient une origine surtout militaire et
elle n'évitait pas les zones en plaine qui étaient plus favorables pour le développement agricole du territoire et pour les communications. Ce sont ici la légende c'est le juste. Et vous voyez, c'est la localisation de 16 villes dans la région septentrionale et 19 villes dans les Picénum, envers le sud. Et à propos des connexions, les connexions et la communication entre les villes et dans la région étaient assurées par des voies consulaires, la Salaria et la Flaminia, qui reliaient directement les centres adriatiques avec Rome. Et par vous voyez en rouge ici, les voies secondaires qui n'étaient pas vraiment secondaires, qui sont ont toutes été organisées au niveau infrastructural par les Romains, mais qui suivaient déjà des couloirs naturels et comme ça avait déjà une origine protohistorique. C'est pour ça que les réseaux routiers de la région a resté vivante et il a été utilisé presque pendant jusqu'à nos jours, mais sûrement durant toute l'Antiquité tardive. On a témoignage de ça même par, pour exemple, les miliaires, non? Qui remontent aussi au IVe siècle. Si la région a une homogénéité au niveau morphologique et géologique, géographique, il n'est pas si unitaire d'un point de vue historique, des vicissitudes historiques et des divisions administratives. Parce qu'elle a été intéressée par... elle se trouve vraiment toujours, au cours des siècles, déjà pendant l'époque romaine, au milieu de différentes divisions administratives. Après la division augustéenne de l'Italie en région que je vous ai montré au début, l'autre grande organisation administrative se date à Dioclétien, à la fin du IIIe siècle. Et quand il a été organisé la diocèse d'Italie, et vous voyez les marques étaient à ce moment-là vraiment au milieu entre l'Italie annonaire dans le nord, qui était dirigée par Milan, et l'Italie suburbicaire dans le sud, qui était le territoire plus pauvre, entre guillemets, parce qu'il était dirigé par Rome, et c'était l'Italie suburbicaire qui devait qui avait les rôles de l'approvisionnement en blé, par exemple, de Rome. Et comme ça, les territoires plus exploités dans ce sens-là. Il y a eu un moment, à la fin du 5e siècle, que cette région s'est étendue jusqu'à Ravenna. Et vous voyez, elle comprenait elle s'est allongée comme ça. Et il s'appelait toujours simplement Picénum. Après, dans les sources, nous trouvons encore
la division entre Flaminia et Picenum Annonarium envers le nord et Picenum Suburbicarium envers le sud. Et cette répartition-là persiste jusqu'aux invasions des Lombards. Alors, c'est une région fortement urbanisée à l'époque romaine et il y a un grand nombre de villes qui gardent une continuité de vie jusqu'à nos jours. Il s'agit d'une continuité de vie très tangible, très visible, pas seulement parce qu'on est sûr que la ville actuelle, la ville d'origine médiévale, insiste sur le même site de la ville romaine, et ou pour les monuments romains qui restent, les ruines qui se trouvent dans les tissus urbains. Vous voyez, c'est le cas d'Ausculum, la moderne Ascoli, dans le sud de la région. Et vous voyez par la photo aérienne que la ville moderne, le centre de la ville moderne, garde encore vraiment les alignements des rues de la vie romaine. Et à Pisarum, c'est la même chose. Et c'est même plus évident ici, vous voyez, ici, il y a, moi je ne suis pas trop brave avec mon doigt, hein. Ici il y a cet alignement curviligne qui correspond à l'alignement curviligne du côté nord des remparts de la ville ancienne. Et je vous ai présenté seulement deux exemples, mais il y en a d'autres. Alors, dans cette intervention, je ne vais pas me concentrer trop. Je considère comme acquis quels sont comment les villes ont changé à la fin de l'Antiquité. J'ai résumé ici seulement ce qui sont les indicateurs des transformations urbaines de la ville romaine à partir, ça va dépendre des régions et des villes, mais disons du 3e, 4e siècle, les indicateurs qui caractérisent, qui sont typiques, qui sont maintenant retenus typiques de cette transformation. J'espère d'avoir traduit exactement de l'italien ou de l'anglais. Alors, ils sont la contraction de l'habitat, l'insertion dans l'habitat de nouveaux centres d'agrégation civile, on peut parler des palais ou des résidences de l'aristocratie, mais surtout ecclésiastiques, non? Si vous pensez à la cathédrale ou les églises. Et nous voyons l'invasion des espaces publics à la fois par des bâtiments privés et par des ateliers de production. Une vraie innovation de la ville médiévale, elle fait que les ateliers de production ne se trouvent plus au dehors de la ville, au dehors des remparts, comme il était toujours, presque toujours, en Italie au moins, dans les villes romaines, mais qui entrent dans la ville. On voit les sépultures en ville, il y a une ruralisation générale de l'habitat, la naissance aussi des pôles religieux décentralisés qui, quelquefois, apportent envers l'extérieur le développement urbain de la nouvelle ville. Et il y a la croissance des dépôts par accumulation de débris organiques, des ordures, en effet, ce sont les dark ages, non? Les dark arts que nous trouvons si fréquemment dans les niveaux d'abandon qu'on va fouiller dans les villes. Mais je vais parler des villes abandonnées. Il faut dire qu'est-ce qu'on entend pour ville. Je pense qu'on peut accepter en général encore la définition donnée par Biddle
1976. Alors, il faudrait une association des 3 ou 4 au moins de ces paramètres pour définir une ville. Les paramètres seraient la défense, les remparts, un réseau routier, un marché, un mante, une autonomie juridique, la zecca, où on frappe les monnaies. Okay. Mais c'est vrai, c'est exact, non? Non? C'est pas mante. Moi, je trouvais ce vocabulaire, mais c'est ça. C'est une autonomie monétaire, en effet, oui. L'effet qu'il a un rôle de central place, une densité urbaine suffisante, une structure économique diversifiée, qu'il y a des bâtiments de type urbain, et ça comporte qu'on connaît des bâtiments de type rural, et une différenciation sociale, une organisation religieuse complexe, et on a la preuve des fonctions juridiques qui sont exercées là. Il faut même qu'on comprenne qu'est-ce qu'il signifie la fin d'une ville. Non? Et la fin d'une ville peut dire des choses à la fois. Peut comporter l'abandon physique d'un site urbain par tous les habitants, souvent à la suite de destructions violentes ou d'une décision précise à se déplacer ailleurs. Mais la fin d'une ville peut être même la perte, ça c'est l'indicateur plus important à la fin, non? La perte des prérogatives politiques, administratives et économiques, cioè la cessation du centre urbain de sa fonction pour l'organisation du territoire autour. Jusqu'il y a 20 ans, tous les chercheurs qui se sont occupés de ça, qui sont surtout des chercheurs italiens, parce que les Marques ne sont pas une région très investiguée en général, et même au niveau international. C'est un processus qui va commencer, mais vraiment depuis les derniers 15 ans. Et les Marques, comme région, ont une grande tradition de topographie antique, d'études de topographie antique, mais sont très pauvres en général d'investigation. Il n'y avait pas de grandes fouilles ou des fouilles en général ou de grands projets. C'est quelque chose qui a commencé vraiment récemment. C'est pour ça que l'état de la recherche, pour moi, par exemple, pour mon projet, j'ai commencé mon projet il y a des années et demie, et l'état de l'art a changé dans ces 2 années et demie, mais vraiment en manière évidente, parce qu'il y a eu des investigations et des projets dont les résultats ont été publiés. Alors, mais l'interprétation courante pour expliquer l'effet que dans cette région, il y a un si grand nombre de villes abandonnées après l'époque romaine, était attribuée à des facteurs externes. Et en effet, l'Epicénum en particulier, la région au sud, a été intéressée par des invasions déjà à partir de la fin du XIIIe siècle avec les Yutunji,
Et nous savons ça grâce aux sources littéraires, mais il y a aussi des épreuves archéologiques. Par exemple, les remparts de Pisaurum et de Fanum ont été reconstruits à cette époque-là, à cette occasion-là, par l'empereur Aurélien, qui est le même empereur qui, pour la même raison, en vue du péril, commence la construction des murs, des remparts de Rome, hein, les premiers grands remparts, l'unique rempart de la ville après l'époque républicaine. Ça, les moments étaient celui-là. Après, la région a été intéressée directement par les invasions des Visigoths, d'Alaric, et il y a sûrement des dommages, surtout au niveau rural, aux campagnes. Et il y a témoignage de ça même dans les sources juridiques, parce qu'on sait par exemple qu'au 408, l'Epicénum a été intéressé par une réduction des taxes, parce qu'ils ont réduit la quantité de blé à envoyer à Rome en raison des dommages que les guerres avaient apportés à la région. Mais les dévastations les plus grandes et vraiment la fin de l'époque de l'organisation romaine normalement est attribuée à la guerre des Goths au VIe siècle. Et on a témoignage encore littéraire, même archéologique de ça. Et Procope, dans les Bello Gotico, mentionne seulement certaines villes pour parler de nos sujets, qui sont Ancona, Sena Gallica, Fanum, Pisarum, Urbinum, Ascoli. Seulement Ascoli se trouve dans le sud. Toutes les autres villes sont dans le nord de la région. Il parle de l'importance stratégique de notre ville à Oximum et parle aussi d'une autre ville encore, Ups Salvia, en la décrivant comme déjà détruite, complètement détruite de l'époque d'Alaric. Et comme ça, vous voyez, les villes en total dont Procope parle sont 2, 3, 4, 5, 6, plus Urbi Salvia détruite selon lui, et c'est très peu par rapport aux 35 villes de Pline, si on se base sur les sources littéraires. Après, il y a eu l'invasion et la conquête des Lombards à partir du 50-70. Et en effet, après les Lombards et avec les Lombards, tout est changé un peu partout. Et vous voyez les marques dans la division entre domaine byzantin et territoire lombard à la fin du VIe siècle. Et vous voyez que même cette fois, en étudiant cette région, on arrive à comparer les deux territoires. C'est pour ça, en effet, qu'une étude de ce type-là est importante. Non? Même si, au début, il semble qu'on part d'une division administrative moderne, non? Et qui peut être un peu... qui peut apporter des problèmes à la recherche. En effet, ça, à la fin, est un facteur en plus pour la recherche parce qu'il permet de comparer des situations très différentes dans une zone de frontières, en effet. Alors, cette ligne rouge correspond au cours d'un fleuve, les Muso Lesino, et qui a été reconnu comme la frontière entre Lombards et Byzantins. Apparemment, selon
la littérature, la bibliographie courante, les villes abandonnées, sont celles-là en jaune. Et vous voyez, il y en a une majorité dans le sud de la région, dans les Picenum, ça veut dire dans l'Italie suburbicaire déjà, et dans le territoire des Lombards. Par contre, le nord de la région, où il y avait la Pentapoli, cette zone administrative byzantine, où il se trouvait 5 villes côtières, en particulier liées directement à Ravenna, montre une certaine majeure vitalité urbaine. En général, les villes de l'intérieur, envers la zone de l'Apennine, ont été abandonnées. Entre, on disait, 5e et 7e siècle. Je vous ai dit, l'état de l'art sur ces sujets a notablement amélioré beaucoup dans les dernières années. Et c'est grâce à des projets et des fouilles organisées et dirigées par des universités italiennes et étrangères. En effet, je vais parler maintenant du projet de Potenza Valley Survey Project, dirigé par Frank Vermeulen de l'Université de Gand. Et il s'occupe d'une vallée, de l'étude globale, c'est un projet géoarchéologique, d'une vallée de l'Emarche, la vallée du fleuve Potenza. Le long de cette rivière, 4 villes romaines étaient situées. Une était une colonie, Potenza, sur la côte, et 3 municipia dans les zones internes. Toutes ces villes sont villes abandonnées. On n'a pas une vraie continuité de vie. Étudier ces types de villes dans cette région veut dire faire de l'archéologie du paysage, pas du tout de l'archéologie urbaine. La majorité des ruines, c'est une région qui se preste, qui est très adapte pour ce type des investigations, parce que les Marques sont une région encore assez ruralisée. Il n'y a pas une urbanisation moderne forte. Et ces villes abandonnées qui, pour la majeure part, ne présentent presque aucune ruine à l'extérieur, sont vraiment dans la campagne. Et les murs anciens se trouvent sous une couche de terrain agricole d'un mois, un mois et demi d'épaisseur, c'est tout. Et comme ça, ils sont un objet très, très, très bon pour faire des investigations non invasives, non? Des remote sensing, des investigations de remote sensing, comme des photographies aériennes, de prospection géophysique, des études géomorphologiques et des investigations pédestres, non, avec récolte des fragments céramiques. Je vous montre l'état actuel de la ville de la vallée du Potenza. Potenza, ces rectangles comprend l'aire de la ville ancienne. Vous voyez, c'est vraiment campagne, au bord de la mer. Et El Viaricina, qui est le premier municipium
envers l'intérieur, où il y a une urbanisation un peu plus intense. En effet, El Viarichina maintenant se trouve en périphérie de la ville de Macerata. Mais il y a encore possibilité pour étudier parce qu'il y a encore des champs agricoles et on peut faire ce type-là d'investigation. Ce sont seulement certains des résultats obtenus. Vous voyez comment ils sont très bien visibles les traces de végétation du réseau des rues dans les diapos à droite de la ville ancienne de Potenza. Ça, ce type d'investigation, on a fait même une fouille à la porte occidentale. Ce type d'investigation nous ont permis de définir les plans des villes anciennes pour tous les 4 villes. Pour Potenza, on a tenté aussi une restitution 3D. Et vous voyez ici, c'est El Viarichina. Je vous ai dit, il y a une urbanisation même industrielle, une occupation industrielle de la zone. Mais vous voyez, là, j'écris les diapos en anglais, Crop Markets of the Amphitheater. Vous voyez, il y a ici, il n'y a rien, mais il y a une assez bien conservé théâtre. Vous voyez ici en bas. Et c'est exceptionnel, c'est un vol en particulier en 2007 a révélé les traces d'un amphithéâtre qui n'était pas connu du tout par les sources anciennes, dont il n'y avait pas de nouvelles, mais vous voyez, assez évident. Et ça, on l'a vu seulement une fois, seulement durant des photos aériennes pendant une année, une saison, parce qu'évidemment, il y avait les conditions particulières pour la végétation pour révéler ces traces-là. C'est ici la plan de la ville, la carte archéologique un peu de la ville. Et en noir, vous voyez, sont tous les parties qui ont été, pas les théâtres, je ne sais pas parce que je l'ai mis en noir, mais tous les autres édifices qui sont en noir plus foncé sont ceux qui ont été révélés par les photos aériennes ou les prospections géophysiques. Je vais vous montrer un autre exemple des villes abandonnées qui est assez proche de la vallée du Potenza, mais les investigations sur ces villes se doivent à l'université de Bologne, c'est Suasa. Et c'est dans le nord. Et dans ce cas, il s'agit de fouilles, de vraies et extensives fouilles. Vous voyez toujours la ville, ce qui reste de la ville, c'est en pleine campagne. Ici, vous voyez la restitution des restes reconnus. Je suis allée. Il s'agissait d'une très petite ville, mais dotée d'un théâtre, d'un amphithéâtre. Évidemment, parce que c'est des infrastructures pour spectacle servaient un plus vaste territoire. Mais la ville en soi-même n'était pas assez vaste. Et vous voyez l'état de conservation de ces structures. Les théâtres, dans ce cas-là, est visible seulement par les traces de végétation. C'est la photo aérienne qui les rend visibles. Et c'est une domus qui s'efface sur les forums anciennes. Et ici, les fouilles ont révélé vraiment ce niveau qui
qui sont typiques des transformations des villes de l'Antiquité tardive, en particulier ces grandes domus privés, déjà à la fin du IIIe siècle, a été transformé, a changé de fonction, est devenu une ferme. Et les pièces d'habitation ont été transformées en lieux de production. On a trouvé des pressoirs et des autres structures liées à un usage rural de cette domus. Et vous voyez qu'il persiste une condition urbaine, mais dans la façon romaine tardive. Non? Quindi, et vous voyez qu'il y avait aussi presque une nécropole dedans la domus. Ça veut dire que la domus était inhabitée encore et fréquentée, mais dans une façon complètement différente. C'est un autre exemple pour curiosité, pour vous montrer quel type d'investigation on peut faire dans ces villes-là. Suasa, Elvia-Ricina, Potenza sont des villes vraiment abandonnées, sans continuité de vie. Et ici, à Ricina, par exemple, on a été fait des prospections géomagnétiques qui ont révélé des anomalies. Sont ces petits circulaires, ces points rouges. Dans ce diapo, on ne se voit bien, mais sont ici dans la zone, tous ces petits points jaune-orange dans la zone centrale de la ville. On a compris, par comparaison avec des anomalies semblables retrouvées à Potenza, le long les murs nord des remparts, et en occasion d'une fouille en correspondance d'une anomalie semblable, qu'ils révèlent en italien c'est calcara, c'est des fours à chaud. Hein? Et vous voyez, c'est une four à chaud qui a été lime kiln, qui a été découvert à Potenza. Ça, c'est un des plus fameux four à chaud de l'au Moyen-Âge qui est fouillé ou découvert à Rome à l'endroit de la Crypta Balbi, qui se date du IXe siècle. Et c'est une restitution d'une de sept fours à chaud retrouvés, découverts à Suasa, la ville que je vous ai montrée avant, pendant les fouilles de l'Université de Bologne. Et ça démontre que à Potenza, à Elvia Ricina, les anomalies de ce type-là relevées pendant la campagne de l'équipe de Gand ont révélé 37 de cette anomalie-là. Et ça veut dire qu'il y avait au cours des siècles une activité presque industrielle pour des productions de la chaux à partir des matériaux calcaires, matériaux de construction des anciens bâtiments qui venaient utiliser comme des carrières, non, à cette époque-là. Le dernier exemple que je vous montre est Urb Salvia, qui a été intéressé par les fouilles de l'université de Macerata, c'est une université de Marche locale. Et vous voyez, il y a ici assez bien préservé encore l'amphithéâtre, les théâtres, mais il y en a un édifice religieux, un bâtiment religieux, un cryptoportique, des domus, et les remparts très bien préservés de la rue, de la ville, et beaucoup de données concernant les phases de la première époque romaine, mais surtout, pour ce qui nous intéresse, l'époque d'abandon.
Et sur la base de ces données, en général, et du nouveau cadre sur l'état de l'art de la transition, en effet, de l'abandon des villes romaines de la région, on peut dire maintenant que presque la totalité de ces villes romaines, même après abandonnées, ont été fréquentées jusqu'au 7e siècle. Quand j'ai commencé ma recherche, on pensait que sûrement on arrivait au 5e siècle, peut-être au 6e. Maintenant, sur la base de nouvelles recherches et d'une connaissance meilleure des indicateurs céramiques, même de cette époque-là, d'une époque un peu plus récente, on peut dire en effet ça, que même après l'arrivée des Lombards, ces villes-là étaient encore fréquentées. Et qu'est-ce qu'il se passe, en effet? On parle, dans la plupart des cas, des villes abandonnées totalement, comme Potenza, Elviarikina, mais Suasa. Mais si vous voyez les lieux actuels de la ville de Urbisaglia, qui se place ici sur cette colline étirée, je ne sais pas comment dire, ici. C'est une ville d'origine médiévale. Et vous voyez là en bas sur la photo, plus ou moins la localisation de la ville romaine. Vous voyez mieux ici, dans la cartographie moderne, les périmètres de la ville romaine avec l'acropole au coin, en position surélevée. Et vous voyez que la ville moderne, mais la ville médiévale, en effet, englobe l'acropole, et donc une partie de la ville médiévale, et se situe une position très très proche, non, qui est vraiment contigu, je ne sais pas s'il existe contigu, mais englobant une partie de la ville romaine. Il y a un cas semblable, mais il y en a d'autres, moi je vous présente seulement ces deux. Il y a une autre ville romaine, Cingulum, la moderne Cingoli, et vous voyez, il y a presque la même situation. Les périmètres de la ville romaine en rouge, avec peut-être l'acropole un peu surlevée, et la ville médiévale et moderne qui se situe sur la colline plus proche, englobant une partie de la ville romaine, où vous voyez ici, dans ce cas, se place la cathédrale. Pour ce qui concerne la vallée du Potenza, je vous dis, Potenza et Elviarikina, les deux villes plus à droite, envers la mer, ils ont été sûrement complètement abandonnées. Mais il y avait des autres villes, Trea et Septempeda, qui étaient situées sur une route plus importante, connectée directement à la Via Flaminia Consolaire, et qui est appelé dans les sources anciennes de l'Itinerarium Antonini comme diverticulum de la Via Flaminia, la via qui a porté en passant par Auximum jusqu'à Ancône. Alors c'était une route importante parce que ça
permettait quand un passage envers les principaux ports de l'Adriatique qui étaient reliés directement avec Ravenna, envers le nord. Là, qu'est-ce qu'il se passe aux villes romaines qui se trouvent là? Vous voyez, ils sont Septempeda à gauche et Trea un peu plus à droite, ça veut dire à est. Vous voyez, la ville romaine, le périmètre de la ville romaine, plus ou moins, c'est là en rouge, dans le cas de Septempeda, et la ville médiévale se situe même sur une hauteur plus proche. La distance de centre à centre est de 2 km. Entre les deux extrémités, un peu plus qu'1 kilomètre. Et une chose pareille, nous la voyons aussi pour l'autre ville que vous voyez là en rouge. Elle se trouve maintenant dans une zone de campagne, une zone agricole. Et par contre, tout autour, il y a l'urbanisation moderne qui a une origine de long Moyen-Âge. Et vous voyez en vert la nouvelle ville médiévale qui est proche. Alors, en pensant à ce que je vous ai dit au début de mon intervention, il faut faire une distinction. Il y a des villes qui sont abandonnées parce que tous les habitants ont abandonné la ville. Il y a des villes qui perdent leur fonction. Alors, ici, on ne peut pas parler d'une continuité tout court, non? Cioè, il n'y a pas comme dans les exemples que je vous ai montrés, Ascoli ou Pesaro, non? Une ville qui garde les mêmes alignements, les mêmes sites de la ville romaine. Mais on ne peut pas dire qu'il n'y a pas une agrégation urbaine dans ces lieux-là et que ce lieu, ce centre, a perdu sa fonction par rapport au territoire. Il y a eu un déplacement, quelquefois vraiment pas un vrai déplacement, simplement une extension de la ville un peu plus au dehors, non? En insérant une partie de la ville romaine qui était périphérique par rapport à la ville romaine. Et alors, en considérant ça, la fin de la cessation de la fonction urbaine dans la région n'est pas si nette. Non? Vraiment, les Picenum, en particulier la zone sud, qui faisait partie de la domination lombarde, dans les publications qui s'occupent de transformation de la ville romaine pendant l'Antiquité tardive, ont été pris à exemple comme zone où le destin de la ville romaine a été particulièrement mauvais. Hein. Si on considère qu'en effet, il y a été des déplacements très petits et une maintenance, une persistance des conditions urbaines dans les sites, notre carte change un peu, non? Change un peu, et vous voyez en roue des points que j'avais, des sites urbains que j'avais colorés comme jaune, abandonnés, sont devenus verts, et vous voyez qu'il y a un équilibre majeur entre les deux zones, non? Les zones sous l'administration byzantine au nord et les zones sous l'administration lombarde au sud. Les choses ne sont pas toujours... ce sont plus ou moins les mêmes
les mêmes schémas par rapport à la viabilité. Les choses ne sont pas, sont même un peu plus compliquées. Par exemple, ce qui effectivement change, c'est l'importance de ces centres-là. Si on fait une comparaison entre les diocèses épiscopaux, les sièges épiscopaux paléochrétiennes, on voit que les numéros est haut, effrayant, et presque tous les centres urbains de la zone sud de la région sont documentés de la fin du IVe jusqu'au XVIe siècle comme diocèses épiscopaux. Mais au VIIe siècle déjà, et après, il ne reste que ces villes-là. Ça fait partie d'un phénomène d'organisation des diocèses pour lequel les diocèses deviennent plus amples. Hein. Mais on comprend qu'en effet, il n'était pas suffisant le fait qu'il y avait une cathédrale et une évêche pour garder la continuité de vie d'une ville. Potentia, par exemple, dans la colonie romaine, est une ville qui a été siège d'un évêque, mais qui a été complètement abandonnée. Dans ces cas-là, c'est vrai, la division méridionale, entre guillemets, de la région, qui remonte déjà à l'Italie suburbicaire et après à la domination lombarde, présente des villes qui ont une évolution mineure en termes de hiérarchie et d'importance. Mais il y a de toute façon des centres urbains. Ces centres urbains ne se développent pas. Il y a toujours des centres urbains maintenant qui ont, quand j'étais là, qui sont sièges d'une université, des choses comme ça. Mais à la fin, tu vas voir, il y a 25 000 habitants. Ne sont pas en cône ou Urbino, je ne sais pas si vous connaissez un peu, ou, qui ont un développement urbain au niveau italien. Non, ils semblent un peu des petits villages, mais en effet, ils étaient des centres urbains, ils étaient des villes romaines, et ils ont gardé jusqu'à nos jours ces fonctions. 3 minutes encore pour une autre chose. Si vous voyez, on n'est pas sûr, en considérant ces cas, ces exemples de déplacement et non vraiment d'abandon des villes, on comprend que les processus de transformation, dans ces cas-là, il a été vraiment graduel, pas soudain. Ça est démontré même par des sources littéraires, des sources documentaires. Les sources archéologiques nous témoignent en général une persistance des fréquentations entre le 7e siècle, 6e, 7e siècle, jusqu'au 7e siècle. Et à partir du 9e siècle, généralement, on a des sources, parce que c'est même le moment qu'on commence à avoir des sources, non, après le 9e siècle surtout, qui témoignent de la vie déjà sur l'Otère, non, sur la colline proche. Il y a un cas, le cas plus fameux, qui n'a jamais été mis en doute, même depuis longtemps, qui concerne la ville de Fossombrone,
dans la partie nord de la... je me dois me mettre... c'est celle-là, s'il se trouve là. Fossombrone, où il y a un déplacement sur une terre de l'originale ville romaine. Forum Semproni, c'était le nom de la ville romaine, donne preuve de la présence des évêques jusqu'à la moitié du VIe siècle. Fossombrone, la ville sur l'Otter, témoigne les premiers évêques à la moitié du IXe siècle. Non, la première moitié, je pense au 826, si je ne me trompe pas. C'est dans ces périodes-là, en général, qu'il y a cette transformation de la ville, d'une ville qui est déstructurée. C'est une ville transformée, ruralisée, avec des constructions en bois, avec des débris comme ça, et jusqu'au 7e. Et après, il y a la reconstruction de la ville médiévale. C'est la même chose qui se passe dans les villes à la continuité de vie. Peut-être dans ces conditions-là, il est plus facile de comprendre ça et même d'identifier, s'il y a une phase de renaissance qu'avant il était normal de faire coïncider avec la renaissance si dite carolingienne. Non? Dans ce moment, en Italie surtout, il y a beaucoup de doutes sur s'il y avait, à part à l'exception des sièges régals de Rome, de villes particulières, non, une vraie renaissance des qualités de la vie des habitants dans le monde rural et urbain. Je pense que ces exemples-là, si on les considère dans cette perspective, peut nous donner peut-être un indice de cette renaissance, en effet. Ok, j'ai fini. Merci beaucoup.